Bon, merci beaucoup. C'est un plaisir de retourner et vous présenter cette conférence que j'ai déjà donnée lors d'un événement de l'association belge d'AT. J'espère que ça ne va pas déranger s'il y a certains d'entre vous qui m'ont déjà entendu parler de ça. Je vais tenter de changer certaines choses et proposer et surtout donner d'autres informations sur ces sujets. Donc, ce que je vais présenter, c'est des résultats d'un projet de postdoc que j'ai fait à l'ULB sur les pratiques néo-païennes qui sont conduites sur les paysages mégalithiques de Wéris, près de Liège. Donc, au cours des 20 dernières années, Wéris est devenu l'un des espaces les plus importants pour le Belge qui cherche à établir une relation de type corporel ou spirituel avec la nature. Les personnes que j'ai rencontrées là-bas sont principalement des nationaux, mais il y a aussi des gens qui viennent du Pays-Bas, âgés d'entre 40 à 70 ans, qui vivent surtout dans des zones urbaines. Donc, au cours de mon travail de terrain, j'ai rencontré une proportion égale d'hommes et de femmes. Et j'ai eu la chance de recueillir des données au moyen d'entretiens et aussi que par des observations participantes lors des cérémonies saisonnières, notamment auprès des pratiquants francophones. J'ai réussi à faire des entretiens avec des néo-païens flamandes en anglais, mais malheureusement, comme ils conduisent leurs cérémonies qu'en flamand, je n'ai pas réussi à participer à ça. Donc, mon intérêt par ce type de pratique qui concerne le site mégalithique a débuté il y a 20 ans, loin de la Belgique. Mes premiers contacts avec ces phénomènes dont je vais vous parler ont eu lieu en Amérique latine, où il y a 20 ans, j'ai fait des études en archéologie, donc j'ai travaillé en tant qu'archéologue. Et c'est là-bas, il y a 20 ans, que j'ai commencé à voir des gens, vêtus en blanc surtout, qui venaient aux pyramides lors du solstice et des équinoxes pour mener des rituels. Donc, ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, c'est là que j'ai changé vraiment de schéma pour me tourner vers l'anthropologie et faire d'abord un mémoire sur ces sujets de leur investissement rituel des pyramides de l'Amérique du Centre. Puis, je suis venue en France pour mener des études doctoraux sur tous les rituels plutôt d'inspiration celtique New Age qui se passent dans les Morbihan avec les mégalithes qui sont près de Karnak. Donc, ce que je voulais, c'était de comprendre comment ces genres de pratiques sont en train de changer et de remodeler radicalement la manière comme les sociétés occidentales interagissent avec les sites archéologiques, mais aussi comment ils transforment des discours scientifiques sur les mégalithes, comment ils revitalisent certaines pratiques traditionnelles tout en mélangeant des éléments qui viennent de l'ésotérisme et surtout d'un néopaganisme global qui est très en vogue dans les pays anglophones. Donc, le cas de Wéris s'inscrit dans une consolidation de plus en plus répandue en Belgique des pratiques qui revendiquent des conceptions holistes de l'être humain. Donc, je voulais, dans mon enquête, tenter de comprendre pourquoi et comment Wéris a été conçu par certains comme un espace sacré, idéal pour s'investir dans une démarche de connaissance de soi, mais aussi d'une nature qui est envisagée comme vivante et enchantée. Donc, ce paysage que je vais vous montrer fait aujourd'hui l'objet d'une démarche de resémantisation qui est basée sur des conceptions qui lui accordent 3 caractéristiques principales. Pour les gens que j'ai rencontrés, ce paysage est identifié comme un espace naturel sacré, un autre lieu d'énergie et l'œuvre d'anciens bâtisseurs qui avaient des connaissances autres sur leur environnement. Lorsque j'ai entendu pour la première fois à Wéris des notions telles que lieu énergétique, plutôt lieu énergétique ou paysage énergétique, j'ai immédiatement pensé aux cérémonies que j'avais observées à Stonehenge depuis longtemps, car ce sont les mêmes formules et les mêmes notions seulement qui voyagent dans l'espace. C'est vraiment des discours qui sont en train de circuler et qui s'adaptent à différents contextes.
Les participants, par exemple, en Irlande, en Écosse, en Angleterre, qui participent à ce genre de cérémonies, utilisent les mêmes notions et ces mêmes langages communs, qui va traverser des frontières culturelles, linguistiques et géographiques. Donc, ce genre de notions sur les paysages énergétiques, initialement, a été conçu dans un contexte très éloigné de Willis. Il vient des États-Unis, notamment, où c'est là-bas qui était formulée toute cette idée de lieu d'énergie, mais aussi de Gaïa, une idée de la Terre comme un organisme vivant, qui était accompagnée aussi par l'apparition d'une vaste littérature ésotérique à propos des lieux énergétiques de la planète. Donc, c'est une sorte de mix-match de plusieurs courants et de plusieurs idées. Aujourd'hui, les lieux d'anciens rituels tels que les mégalithes ou les cités précolombiennes sont constamment reconvertis en lieux de culte par ceux qui adhèrent à des spiritualités alternatives, New Age et néo-païennes. Et ces types de spiritualités, je veux dire le New Age et le néopaganisme, partagent des traits en commun tels que la valorisation des relations humaines avec la nature. Les deux embrassent des cosmologies polythéistes et animistes, et leurs adeptes considèrent qu'ils partagent leur monde avec des êtres non humains, animés et inanimés, auxquels ils s'accordent des connaissances, des émotions, la réflexivité et même le pouvoir de posséder notre corps. Au sein de leurs pratiques et croyances, ces personnes intègrent des éléments éclectiques qui sont issus du folklore local, des traditions religieuses étrangères, de l'écologie, de l'ésotérisme, et ils s'associent les mégalithes non seulement à un passé lointain, mais aussi à l'histoire de l'humanité. Ils pensent que ce sont des vestiges qui démontrent ou qui font preuve d'une sorte de communion très intime entre des populations qui sont déjà extinctes et la nature. Ils les considèrent comme les œuvres de ces anciens bâtisseurs qui peuvent être humains ou non humains, comme la personne qui a fait l'introduction a dit. Il y a aussi cette théorie des personnes qui viennent à notre planète pour les construire. Donc, de nos jours, cette idéologie que je montre là sur des images mobilise un phénomène de sacralisation des monuments archéologiques qui s'étendent à l'échelle mondiale. Il y a diverses problématiques qui sont associées à cette sacralisation des sites archéologiques. Des études menées notamment au Royaume-Uni ont montré que les pratiquants se rassemblent sur des sites mégalithiques pour mobiliser une variété de doctrines et de pratiques qui résultent principalement de l'intersection entre mouvements écologistes contemporains, traditions druidiques réinventées et ésotérisme contemporain. Parallèlement, les pratiquants reformulent des connaissances scientifiques sur ces lieux tout en les réinterprétant à travers des doctrines et des discours holistiques. Ils revendiquent leur droit à utiliser ces lieux, ce qui entraîne des conflits entre les résidents locaux et les autorités en charge de la conservation de ce type de patrimoine. Et bon, ils prônent par ces rituels une vision idéalisée des sociétés pré-chrétiennes, tout en mélangeant des éléments qui proviennent de sources très, très diverses. La remarquable multiplicité et diversité de ces phénomènes, qui est observable dans le monde entier, nous montre que nous sommes face à un événement ou un phénomène global catalysé par les effets socioculturels des idéologies et des techniques spirituelles alternatives dans les sociétés occidentales. Pour certains, les pratiques issues du New Age et du néopaganisme offrent en effet une sortie de la modernité, aussi une sortie de religions institutionnalisées. Ce sont des spiritualités qui fonctionnent comme des réseaux mondiaux et transnationaux très hétérogènes, car ces pratiques adoptent simultanément des caractéristiques globales et locales. Et cette globalisation des pratiques s'accompagne des quêtes individuelles et collectives, des personnes qui sont toujours en recherche d'expériences pures, magiques, ancestrales, qui sont censées leur permettre d'avoir une expérience de reconnexion à la nature, à leur vrai soi-même, à leur vrai eux-mêmes. Et ces pratiques sont aussi fortement médiatisées
par des grandes industries culturelles telles que le tourisme, le marché et la littérature. Elle participe activement dans la transformation des interactions entre les sociétés contemporaines et les traces matérielles du passé également. Donc, malgré le scepticisme que ces pratiques sont susceptibles de soulever dans les domaines de l'étude du fait religieux en Belgique, leur identification et problématisation de la part des chercheurs belges est loin d'être récente. Dès la fin des années 1980, Anne Morelli, qui est là, a dirigé un projet qui a mis en évidence la présence de nombreuses communautés adhérentes à divers nouveaux mouvements religieux, associés notamment au New Age et au néopaganisme dans la région de Bruxelles-Capitale. Et quelques années après son enquête, l'Université catholique de Leuven a lancé un projet portant sur les nouvelles religions en Belgique. Donc, les résultats ont indiqué qu'en dehors de Bruxelles, ces religions et spiritualités, souvent importées des Royaumes-Unis et des États-Unis, avaient du mal à trouver leur place, ça c'est dans les années 1980. Donc, les faibles taux d'adhésion dans le reste du territoire paraissaient répondre à l'époque à l'ancrage de longue durée des traditions religieuses chrétiennes. Donc, avant les années 2000, l'adhésion en Belgique à ce genre de spiritualité où les divans et une idée a priori acéphale, individualiste, était marginale. Néanmoins, les tournants du millénaire étaient témoins de changements considérables dans les comportements religieux, particulièrement en région wallonne. C'est ce que mettent en évidence trois enquêtes de l'UCL consacrées à des phénomènes divers tels que la géobiologie, dont peut-être vous avez déjà entendu parler, cette sorte de pratique de guérison énergétique avec la Terre qui est très en vogue. D'autre part, il y a eu des enquêtes sur les réseaux néo-chamaniques transnationaux qui relient la Wallonie à l'Amérique latine en faisant venir chaque année des chamans péruviens et équatoriens qui vont organiser des stages autour de Liège pour des personnes qui viennent de Bruxelles ou de Liège. Il y a aussi une enquête importante sur la sorcellerie contemporaine qui se tient dans la campagne wallonne, qui m'a fait penser à l'intervention qui vient de passer. Donc, mes recherches sur la sacralisation contemporaine des sites mégalithiques m'ont conduit à Guéris, qui est ce petit village situé dans le sud de la Belgique, en Wallonie, qui abrite les plus grands sites mégalithiques du pays. Dans son état actuel, il comprend une quinzaine de pierres dressées verticales ou menhirs et deux salles couvertes bien conservées qu'on appelle dolmen. Et ces structures sont disséminées sur environ 8 km et parfois elles sont séparées par plusieurs kilomètres entre elles. Donc c'est un site vraiment très différent à d'autres sites que j'ai visités. Si vous visitez Guéris, vous n'attendez pas Karnak. C'est vraiment des petits mégalithes qui sont un peu parsemés dans les paysages, les séparés par 3-4 km. Donc, on a un menhir et après 2 km et un autre petit menhir. C'est un peu comme ça. On ne verra pas des alignements. Et même s'il est petit, c'est le mieux conservé de tous les pays. Donc, il attire beaucoup de gens qui sont en quête d'un lieu où pratiquer le néopaganisme tout en touchant les pierres. Depuis les années 2000, un marché spirituel et spécialisé dans les pratiques holistiques a commencé à émerger en Wallonie sous la forme de retraites, de séminaires et d'autres événements collectifs auxquels participent des Belges francophones. Et simultanément, un même marché s'est développé pour les Flamandes qui ont commencé à émigrer, on va dire, en Wallonie. Donc il y a deux marchés spirituels très similaires, qui proposent le même type de stages néo-païens, qui vont se différencier seulement par la langue dans laquelle les activités sont proposées. Ce qui fait de ce cas de Guéris vraiment une particularité parmi tous les autres cas que j'ai étudiés. Il y a une sorte de chorégraphie, je pourrais dire, sur le terrain, car comme c'est un endroit qui attire beaucoup de groupes, pas seulement païens, des groupes qui font du reiki, des francs-maçons, on va dire spiritualité alternative au sens large, il y a une sorte de chorégraphie dans le sens qu'ils tentent de jamais se croiser, ils tentent de ne pas faire leur rituel dans le même endroit.
ce qui a changé depuis la fin de mon enquête en 2024. Quand je faisais mon enquête, je voyais bien que si on était dans un endroit et le spécialiste qui organisait voyait que les Flamands venaient, il changeait de place immédiatement pour s'éloigner d'eux avec le groupe et vice-versa. Mais depuis mon enquête, il y a des groupes qui ont commencé à intégrer des Wallons et des Flamandes. Donc maintenant, depuis 6 mois, il y a un groupe en spécial de 30 personnes qui font des rituels en commun en anglais, avec quelques mots en français et quelques mots en flamande. Mais surtout, ils se communiquent en anglais et ça se passe bien, apparemment. J'aimerais bien assister car maintenant, ouais, c'est possible de comprendre ce qu'ils font. Donc, il y avait ce type de chorégraphie, mais maintenant, apparemment, elle est en train de disparaître. Une des premières choses que les archéologues ont commencé à observer après les années 2000, c'était l'apparition d'offrandes, d'accord, qui étaient laissées près d'un arbre à loques qui est sur le site, aussi qu'à côté des pierres. Donc, ce type d'offrande a commencé en 2010, notamment en 2011. Il y a une grande concentration de rouvants qui est apparue dans les branches d'un arbre qui est situé à côté des 3 pierres dressées. Et cet arbre à loques n'est pas associé à la pratique traditionnelle dont parlait notre dernière intervenante. Elle est associée à l'idée que les mégalithes situés à proximité ont des énergies qui sont des énergies qui peuvent soigner les maladies, pas seulement physiques, mais psychologiques des gens. Donc c'est pour ça que lorsque je l'ai visité, j'observais des rubans avec des inscriptions, car les gens laissent des inscriptions sur les rubans, comme des vœux ou des prières, la plupart en néerlandais, mais il y a aussi en français et en anglais. Et quand on traduit les phrases, c'est des prières qui demandent la guérison d'un proche ou la réussite sentimentale et financière de quelqu'un. Et il y a nombreux qui s'adressent à des entités nommées esprits de la nature. Et maintenant, on peut observer ce type de rouvants, pas seulement dans cet arbre, mais partout dans les sites. Les gens ont commencé à laisser des rouvants un peu comme... partout, ils ont commencé à faire des petits arbres sacrés. Selon un archéologue que j'ai rencontré là, la présence d'offrandes a remarquablement monté au cours des 6 premiers mois de l'année 2020, pendant la pandémie de Covid-19, car à ce moment-là, Wéris est devenu un lieu de pèlerinage. Il y a eu des gens qui venaient pour laisser des messages et des bougies à la Vierge Marie, attachés avec des messages pour les esprits de la nature, mélangés avec des pierres qui étaient laissées à côté des mégalithes. Donc, il y a eu vraiment, ils ont transformé l'espace physique du site en laissant des offrandes un peu partout. En 2022 et 2023, j'ai rencontré des personnes impliquées dans la gestion et protection de ces sites, ainsi que des propriétaires d'entreprises touristiques et des pratiquants qui revendiquaient un lien personnel et spirituel avec ces lieux. L'un des premiers endroits que j'ai visités a été les musées. Il y a un petit musée à Wéris qui a la particularité d'avoir une salle dédiée au pouvoir des mégalithes. Donc, c'est un musée qui fonctionne. Le premier étage est complètement consacré à la science, aux fouilles archéologiques, à ces discours scientifiques sur le lieu. Mais le deuxième étage, on verra que des posters sur les géobiologues, les autres lieux d'énergie, les pouvoirs de Stonehenge. Il y a beaucoup de comparaisons entre Wéris et Stonehenge et Karnak. Et tous ces discours alternatifs, en fait. Quand j'ai posé la question à la directrice du musée, pourquoi tel espace dans un musée scientifique et archéologique, elle m'a simplement répondu que c'était à cause des attentes des visiteurs. Nombreux visiteurs vont se rendre là-bas pour tenter d'éprouver dans leur corps les énergies du site. Donc, c'était pour attirer en fait plus de visiteurs.
ce n'est pas le seul site où on trouvera ce type d'affiches. En fait, quand on va au musée à Stonehenge, qui est près du site, il y a tout un espace que les néo-païens anglais ont demandé pour exposer leur interprétation de Stonehenge. Donc, c'est un peu la même histoire, mais ici, ce n'est pas les pratiquants qui ont demandé d'avoir ce type de récit. C'est vraiment, ça répond à un besoin économique, je dirais, à attirer des gens vers ces lieux. J'ai également rencontré plusieurs résidents flamandes qui gèrent des maisons d'hôtes pour qui la représentation des Guéris comme un espace sacré et un paysage spirituel ne pose aucun problème. Selon eux, les discours sur ces deux sujets attirent un grand nombre de visiteurs. Et le problème, c'est plutôt l'absence d'information dans une autre langue que le français. Il y a également un marché spirituel. Il y a un marché spirituel, et je parle de marché car ces termes me permettent d'examiner comment ces pratiques sont conçues et présentées par des prestataires de services qui se font concurrence entre eux. Et d'après les données recueillies, aucune des personnes qui organisent ces pratiques vit à Guéris. Leur présence est ponctuelle à des dates précises où ils dirigent des cours, des séminaires ou des cérémonies. La seule condition pour accéder aux pratiques est de s'acquitter des frais fixés par chacun de ces organisateurs. Et les personnes intéressées peuvent contacter ces prestataires, notamment à travers des sites Internet, où elles peuvent choisir parmi une grande variété de pratiques qui diffèrent en termes de durée, de nombre de mégalithes à visiter, des cadres idéologiques. Donc, c'est une sorte de religion à la carte, en effet, où on peut choisir avec qui on va faire l'expérience des mégalithes et dans quelle langue et basé sur quelle idéologie. Ça sera sur la géobiologie ou ça sera sur la tensegrity de Carlos Castañeda, qui est plutôt des mouvements supposément inspirés dans les anciens, dans les civilisations précolombiennes du Mexique, mais très, très New Age. Il y aura aussi ces stages plutôt pour faire yoga dans les mégalithes, d'autres inspirés des soins ayurvédiques. Il y a une personne qui propose des stages néo-chamaniques. Donc, vous verrez, il y a toute une variété. Récemment, il y a 3 mois, j'ai été contactée par un prestataire qui, pour attirer encore plus de clientes, a commencé à proposer des stages en français, en flamand et en anglais. Quand j'ai fait mon enquête, on trouvait vraiment une séparation. Donc maintenant, il y a des groupes où on peut trouver une clientèle bilingue et un prestataire qui est capable de s'exprimer dans leur langue. Pour bien les expliquer, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, la sacralisation de cet espace est également associée à l'intérêt croissant des populations urbaines par l'ésotérisme et les religions indigènes. Lors des équinoxes et des solstices, on peut trouver des adeptes qui viennent ici à participer à des cérémonies animistes, notamment quand le soleil tombe. De manière mensuelle, il y a des praticiens de Reiki qui se réunissent pour ressentir les énergies. Et certains dimanches, les premiers dimanches de chaque mois, il y a un groupe qui vient du Pays-Bas et précisément, non, on va dire spécifiquement pour faire des cérémonies avec des tambours autour d'un dolmen. Et une fois par an, les membres d'une association de franc-maçonnerie qui m'ont déjà invité à participer à leur rituel, ils s'organisent une cérémonie pour contacter les énergies du lieu. Donc, certaines des pratiques que je viens de mentionner sont gratuites, organisées par des personnes qui ne demandent pas de rétribution financière. Cependant, si vous allez sur Internet et vous tapez « Guéris Énergie Stage », ce qui va sortir, c'est une carte des prix, oui, des stages en fait, où on doit s'acquitter des frais pour participer. Certaines pratiques promettent une collaboration et une communication directe avec la terre-mère et d'autres proposent des techniques corporelles comme plutôt du yoga qui permet aux participants de trouver leur vrai soi. Les prix pour accéder à ces pratiques, et ça c'est vraiment, ça vaut la peine
d'examiner ces sujets sur la marchandisation de la spiritualité à Wedis, les pratiques peuvent coûter entre 100 et 200 euros par jour. Donc, et les matériels sont les mégalithes et notre corps. La personne qui organise va se rendre sans outil, seulement pour nous expliquer comment utiliser nos ressentis corporels pour entrer en contact avec les pierres, avec les esprits de la nature qui sont censés habiter là, qui va un peu évoquer les folklores wallons, mais une transformation de ces discours du folklore wallon, évidemment. Donc, et elle va insister sur le fait que pour faire ce type d'expérience, on n'a pas besoin de quelque chose de spécial, seulement d'ouvrir notre esprit et de ressentir. Je pense que j'ai 3 minutes. Je vais rapidement avant. Pour mieux comprendre ce que ces pratiques impliquent pour les participants wallons, j'ai assisté à plusieurs cérémonies. Une d'entre elles a eu lieu en 2023. Seulement pour exemplifier, c'est une personne qui s'est présentée comme animiste sur Facebook. Elle a proposé un événement gratuit pour célébrer l'équinoxe de printemps à Wedis. Et elle a mis l'adresse et l'heure du rendez-vous. Le rendez-vous, c'était au milieu de la forêt à Wedis. Et 50 personnes ont cliqué, je vais y aller. À la fin, je me suis rendue. Je suis arrivée au lieu et j'ai trouvé que 8 personnes et 7 hommes. Personne ne se connaissait en amont. En fait, on n'était que des inconnus. Et il y avait certaines personnes qui portaient avec elles leur tambour. D'autres, non, vraiment, leur tambour, c'était la seule chose. Et l'organisateur, qui était un homme déjà, on dirait, de 70 ans, c'était le seul qui portait en lui vraiment une sorte de tenue néo-chamanique. Donc, il était vraiment habillé dans un mix de cultures amérindiennes avec un petit coffee, on l'appelle. Un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est comme un chapeau, mais je pense que c'est plutôt musulman. Oui, donc c'était vraiment un mélange de toutes les cultures qu'il a fait une sorte de mélange, là, un bricolage vestimentaire. Donc, il était le seul vraiment habillé pour l'occasion. Le reste, on était des inconnus urbains. Quand on est arrivé, il ne nous a pas demandé qu'est-ce qu'on faisait là. Seulement, il nous a accueillis, il nous a dit de dire notre prénom et il nous a présenté l'activité. Donc, ce n'est pas des opportunités pour rencontrer des gens. Les gens se rendent à ce type de rituel et ça, c'est carrément la règle dans ce type de cérémonie, soit ici en France ou au Royaume-Uni. On va pour faire l'expérience collective sans connaître personne et surtout sans établir des liens qui pourraient durer après la cérémonie. Donc, on se présente par notre prénom, vrai ou faux, peu importe. Et la personne nous a dit l'ordre du jour qui était d'allumer un feu sacré et de faire quelques offrandes à un être qu'il identifiait comme la grande-mère Wedis. Donc, après avoir fourni ces brefs discours, il nous a signalé un sentier dans la forêt et nous avons commencé à marcher derrière lui. Après avoir parcouru 150 kilomètres, on est arrivé à 7 mètres. Après 150 mètres, on est arrivé à cet endroit incroyable. C'est une structure de 5 mètres de diamètre au milieu de la forêt qui était construite aux années 1982, je pense 1982, par des néo-païens qui voulait faire des rituels druidiques à Wedis. Donc, il la connaissait, la personne qui organisait connaissait sa localisation, car il était parmi les constructeurs. Et il faut dire que j'avais passé 2 ans à marcher partout à Wedis, je n'avais jamais vu ça. Donc, il fallait connaître la personne qui connaissait exactement le chemin pour arriver. Je suis sûre que ce n'est pas la seule, mais elle est immense. Elle est construite avec la même pierre dont sont faits les mégalithes.
Et elle est bien nettoyée, et c'est là qu'ils se réunissent pour jouer leur tambour. Il y a certains qui font du camping là, dans l'idée de faire un peu de séances de spiritisme et tenter de parler avec les esprits des anciens Celtes. Mais on parle bien dans les structures contemporaines. Oui. Donc, comme il ne peut pas faire du camping à côté des mégalithes, car ça c'est interdit, des vrais mégalithes, c'est plutôt là qu'ils vont tenter de faire d'autres types de cérémonies. Une partie de la cérémonie s'est passée là, ils ont commencé à jouer les tambours, et après ça, on a construit un feu, un sort de feu sacré, seulement pour s'asseoir autour et parler, un peu discuter de nos expériences. Ce n'était pas la première fois que je faisais ce type de cérémonie à Güeris, mais ça a été la première fois que j'ai rencontré un groupe avec des platistes, un groupe formé que des platistes. Il y avait plutôt des platistes, et oui, je dirais platistes, mais surtout, il y avait l'organisateur qui diffusait un discours très anti-vax, anti-tout. C'était quelqu'un qui n'avait même pas, qui avait complètement quitté sa vie d'avant de devenir chaman. Il avait changé de prénom, il avait brûlé son passeport et sa carte d'identité, et il n'utilisait pas de portable, il n'avait pas de mail, mais il était très actif sur Facebook. Oui, il utilisait beaucoup, il était vraiment sur les réseaux, malgré le fait qu'il était hyper sceptique de tout. Et donc, c'était pour moi une première de trouver quelqu'un qui parlait très, très librement contre toute idée à propos d'une explication scientifique sur le changement climatique. Bon, vraiment, il était très, très sympathisant de ce type d'idées. Mais aussi les personnes qui étaient autour de lui, qui ne le connaissaient pas, elles sympathisaient. Elles pouvaient s'exprimer en liberté sur ce type de sujet. Et bon, il y avait plusieurs points en commun entre eux. Une fois qu'on a fini cette cérémonie, et ça c'est pour exemplifier seulement un autre arbre à loques qui est juste à côté, bon, on s'est dit au revoir et quelqu'un est parti de son côté. Donc, en plus de cette cérémonie, il y a d'autres rituels plutôt individuels qui se passent. Souvent, on peut observer des gens qui sont en train de mettre leurs mains sur leurs pierres, de pratiquer la méditation près aussi des mégalithes. Ça, c'est des photos qui m'étaient partagées par les personnes qui pratiquent. Et tant les activités collectives comme les activités individuelles, bon, elles sont pratiquées par les deux groupes. Comme j'ai dit, les types de paganisme qu'ils sont en train d'exercer, c'est quasiment le même. Je n'ai pas eu la chance d'assister à des cérémonies flamandes, mais j'ai eu la chance de pouvoir traduire leurs textes, leur mode d'emploi de leurs cérémonies, car ils ont fait une sorte de charte sur comment réaliser. Certains chamans ont réalisé un sorte de document, donc c'est exactement le même. Ça ne change pas vraiment, mais je pense que ça vaudrait la peine d'avoir un traducteur qui part avec moi pour faire l'expérience de ces cérémonies et voir si vraiment il n'y a pas quelque chose qui est complètement différent. Donc, seulement pour conclure, car tout le monde a faim, donc la conversion d'un site archéologique tel que Güeris en espace sacré n'est pas un phénomène isolé détaché de son contexte socioculturel. Elle résulte d'hybridation entre traditions religieuses locales et globales. Elle est accompagnée par la montée des courants ésotériques. Elle provoque des conflits entre acteurs du patrimoine et aussi pratiquants. Ça peut aussi renforcer des mouvements identitaires et consolider la présence des réseaux spirituels nationaux et transnationaux. Et les motifs qui apparemment attirent les individus vers ce type de mouvances spirituelles paraissent rappeler ceux auparavant identifiés par par d'autres chercheurs dans d'autres latitudes. Car ces pratiques prennent l'idée d'un retour à une nature imprégnée des qualités spirituelles où l'individu est susceptible de s'adonner de manière décomplexée à une démarche d'investissement personnel. En adoptant ces corpus de connaissances, souvent rejetés par la science, on dirait même moqués, nombreuses personnes se servent des mégalithes de Güeris comme des espaces-temps où ils peuvent
se livrer à ce type de pratique sans peur à être moqué déjà, mais il peut aussi déconstruire et reconstruire une identité qui a des racines à la fois locales et globales. Comme l'illustrent les réponses de divers informateurs, le caractère sacré de Willis est perçu de manière très différente, parfois comme un fardeau, d'autres fois comme un réconfort, et dans certains cas comme quelque chose qui attire les touristes. Les données collectées me permettent de suggérer que la conversion de ces sites en support matériel des pratiques néo-païennes est un phénomène qui a catalysé sa modification spatiale, car les pratiquants, depuis déjà 15 ans, sont en train de laisser des traces, parfois éphémères, mais non. Notamment, ce sont des offrandes qui restent là, qui resteront là, car elles sont faites des matériaux plutôt dérivant en plastique. Vous voyez des choses qui ne peuvent pas se dégrader. Donc, ils sont en train de laisser des traces qui vont modifier substantiellement la stratigraphie du site et qui seront sans doute l'objet des discussions des archéologues du futur qui vont se demander qu'est-ce qui s'est passé là. Merci beaucoup.